Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on croit connaître sur le bout des doigts, l'eau. Mais vous allez voir, au-delà du simple c'est chaud ou c'est froid, il y a tout un monde, une science fascinante qui explique non seulement comment l'eau se transforme, mais aussi comment elle façonne notre planète. Alors on part ensemble dans cette exploration, on va commencer par nos propres sensations pour finir au cœur de la danse invisible et des molécules. Alors, voilà le programme du jour. D'abord, on va se demander si on peut vraiment faire confiance à nos sens pour juger de la chaleur. Ensuite, on enfile la blouse de scientifique et on plonge dans le monde microscopique des molécules. Après ça, on décodera les secrets de ces transformations avant de prendre beaucoup de hauteur pour observer le grand cycle de l'eau à l'échelle de la Terre. Et bien sûr, on terminera avec un petit récapitulatif de ce qu'il faut absolument garder en tête. Allez, on attaque. Première partie, le chaud et le froid. On le dit tout le temps. Oh, cette eau est gelée ou le bain est trop chaud. Mais est-ce que c'est vraiment si objectif que ça? On va voir que parfois, nos sens nous jouent des tours. Et voilà la question qui tue. Est-ce que la chaleur, c'est quelque chose de réel, de mesurable pour tout le monde de la même façon, ou est-ce que c'est juste une sensation, une impression? En gros, quand on dit c'est chaud, est-ce que c'est une vérité universelle ou juste notre expérience personnelle à cet instant précis? Alors, regardez, il y a une petite expérience toute simple qui montre ça parfaitement. Imaginez 3 bols, un avec de l'eau bien froide, un avec de l'eau bien chaude, et au milieu, un avec de l'eau tiède. Bon, on met une main dans le froid, l'autre dans le chaud, on attend une petite minute, et maintenant, hop, on plonge les 2 mains en même temps dans l'eau tiède. Et là, c'est assez incroyable. Pour la main qui sortait du froid, l'eau tiède paraît chaude. Et pour la main qui sortait du chaud, cette même eau tiède paraît froide. C'est la même eau. Ça prouve bien que notre perception est complètement relative. Ce n'est pas une mesure, c'est une sensation. Dingue, non? Et c'est là qu'on doit faire une distinction super importante. D'un côté, il y a la chaleur. Ça, c'est la sensation, c'est subjectif. De l'autre, il y a la température. Ça, c'est la mesure, c'est objectif. Le thermomètre, lui, il s'en fiche de ce qu'on a touché avant. Il donne un chiffre, un point, c'est tout. Et c'est sur ce chiffre, les degrés Celsius, que la science peut travailler. Ok. Maintenant qu'on a réglé cette histoire de température, on va pouvoir creuser un peu plus. On va changer complètement d'échelle. Oublions nos sensations et allons voir ce qui se passe au niveau microscopique. Pour comprendre les états de l'eau, il faut plonger dans le monde de l'invisible. Alors, il faut imaginer que toute la matière, l'eau, l'air, la table, nous, tout est fait de milliards de toutes petites particules. On les appelle des molécules. Pensez à des billes minuscules qui n'arrêtent jamais de bouger. Et c'est la façon dont ces billes s'organisent et s'agitent qui va définir si l'eau est un glaçon, un liquide ou de la vapeur. Premier cas, l'état solide, le glaçon. Là-dedans, les molécules d'eau sont comme des soldats à la parade, parfaitement alignées, bien serrées les unes contre les autres, super ordonnées. Elles ne peuvent pas se déplacer, elles vibrent juste un petit peu sur place. Et c'est pour ça qu'un solide, ça a une forme bien à soi, ça ne change pas. Ensuite, l'état liquide. On chauffe un peu, on donne de l'énergie à nos soldats et la parade se transforme en une foule un peu agitée. Les molécules sont toujours très proches, compactes, mais maintenant elles peuvent bouger, glisser les unes sur les autres. L'ordre a disparu. C'est ce qui fait que l'eau liquide peut couler et prendre la forme de n'importe quel récipient. Et pour finir, l'état gazeux, la vapeur. Là, on a donné tellement d'énergie aux molécules que c'est le chaos total. Imaginez un essaim d'abeilles en folie. Elles partent dans toutes les directions, super vite, et elles sont très très éloignées les unes des autres. Elles vont occuper tout l'espace qu'on leur donne. C'est ça un gaz. Voilà un petit résumé qui clarifie tout ça. On voit bien la progression. Solide, compact et ordonné. Liquide, toujours compact mais en désordre. Et gaz, complètement dispersé et désordonné. Pour la forme, c'est pareil. Le solide a sa propre forme, le liquide prend la forme du récipient et le gaz, il remplit tout le volume disponible. C'est vraiment cette différence d'agitation qui est la clé de tout. Bon, on a nos 3 états. Solide, liquide, gaz. C'est bien. Mais le plus fascinant, ce n'est pas les états eux-mêmes. C'est comment l'eau voyage de l'un à l'autre. Parce que ce voyage, il se passe en permanence, partout autour de nous. Et voilà la carte routière de ces transformations. Ce triangle, il nous montre tous les passages possibles entre solide, liquide et gaz. Chaque flèche, c'est un changement, et chaque changement a un nom scientifique bien précis. Alors, allons-y. Du solide au liquide, c'est la fusion. Facile, c'est le glaçon qui fond. Du liquide au gaz, la vaporisation. C'est l'eau qui s'évapore. Maintenant, dans l'autre sens. Du gaz au liquide, c'est la liquéfaction. Pensez à la buée sur un miroir. Et du liquide au solide, c'est la solidification, l'eau qui se transforme en glace.
Et puis, il y a les deux changements un peu plus rares, les raccourcis. Du solide directement au gaz sans passer par l'état liquide, c'est la sublimation. Et l'inverse, du gaz directement au solide, c'est la condensation solide. C'est comme ça que le givre se forme sur une vitre en hiver. Juste un petit point important sur la vaporisation. En fait, il y a deux façons de transformer un liquide en gaz. Il y a l'évaporation, ça c'est le processus lent qui se passe juste à la surface, la flaque d'eau qui sèche tranquillement au soleil, c'est ça. Et il y a l'ébullition. Là c'est rapide, ça se passe dans tout le liquide, ça fait des bulles, c'est l'eau qui bout dans la casserole. Le résultat est le même, de la vapeur, mais le processus est bien différent. Ok, on a vu le chaud et le froid. On a vu les molécules, on a vu les changements d'état. Maintenant, on va prendre tout ça et on va dézoomer. Mais vraiment dézoomer. On quitte la casserole d'eau bouillante pour regarder la planète Terre. Parce que tous ces principes, ce sont eux qui font tourner une machine gigantesque et vitale, le cycle de l'eau. C'est ça le point de connexion. Tout ce qu'on vient de voir, la fusion, la vaporisation, la liquéfaction, ce n'est pas juste de la théorie pour un cours de physique-chimie, non, non. Ce sont les pièces du moteur, le moteur qui fait fonctionner le cycle de l'eau sur notre planète. Et ce cycle, c'est une histoire qui se répète sans fin. Ça commence avec le Soleil. Étape 1, il chauffe les océans, les lacs. L'eau s'évapore, c'est la vaporisation. Cette vapeur d'eau monte dans l'atmosphère, là où il fait plus froid. Du coup, étape 2, la vapeur se retransforme en minuscules gouttelettes, c'est la liquéfaction. Toutes ces gouttelettes forment un nuage. Quand il y a trop de gouttes, elles deviennent trop lourdes. Étape 3, elles tombent, ce sont les précipitations. Et enfin, étape 4, cette eau coule sur le sol, rejoint les rivières, qui retournent à l'océan. C'est le ruissellement. Et hop, le cycle peut recommencer. Voilà, la toute première étape, mais à l'échelle planétaire. Ce n'est pas une petite flaque, ce sont des millions de kilomètres carrés d'océan qui, sous l'effet du soleil, envoient en permanence des quantités astronomiques de vapeur d'eau dans l'atmosphère. C'est vraiment le carburant de toute la machine météo. Et bien sûr, il ne tombe pas que de la pluie. Si en altitude il fait suffisamment froid, les gouttelettes d'eau des nuages ne redeviennent pas liquides, elles gèlent. C'est la solidification, et ça donne de la neige ou de la grêle. On retrouve nos changements d'état en pleine action. Ce ne sont plus des mots dans un tableau, ce sont eux qui créent nos paysages d'hiver et qui dictent la météo. Bon, on arrive à la fin de ce parcours, c'est le moment de synthétiser, de voir ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça. En gros, si on devait retenir 4 choses, ce serait ça. 1. L'eau existe sous 3 formes, solide, liquide, gaz. 2. C'est la température, la mesure objective qui décide de tout. 3. Il y a 6 changements d'état qui permettent à l'eau de passer d'une forme à l'autre. Et 4, le plus important peut-être, l'ensemble de ces changements est le moteur du cycle de l'eau qui renouvelle cette ressource vitale en permanence sur Terre. Et on va se quitter sur une question. On a vu que l'eau est partout, qu'elle se transforme, qu'elle se recycle à l'infini dans un cycle grandiose. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est notre ressource la plus précieuse ? Comprendre la science qui se cache derrière une simple goutte d'eau, c'est peut-être le début de la réponse. Merci beaucoup et à bientôt.